Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Fusion 360. Alors, cette vidéo ne fera pas directement partie de la suite de tutoriels qui a été commencée il y a quelques mois puisqu'on va aborder des sujets assez diversifiés. L'objectif aujourd'hui, c'est déjà de vous parler très rapidement de la petite mise à jour qui a eu lieu le 11 juin, donc il y a 3 jours au moment où je publie la vidéo. Et ensuite, on va donner un exemple pratique extrêmement simple d'une petite pièce créée pour réparer un objet du quotidien. Et au passage, quand même, donner quelques astuces assez intéressantes au niveau du dessin qui, sauf si je fais erreur, n'ont pas encore été présentées dans les vidéos précédentes. Donc avant de commencer la modélisation, on parle du patch. Donc le patch du 11 juin, vous avez sûrement tout de suite remarqué quelque chose, c'est qu'au niveau de l'apparence, des couleurs, il y a eu des changements esthétiques au niveau de l'interface de fusion, mais pas uniquement esthétique, puisque donc c'est la première partie d'une refonte annoncée par Autodesk des fonctionnalités de l'interface. Une des nouveautés principales, hein, si vous allez ici sur le choix d'un outil, vous voyez, vous avez trois petits points qui sont là. En cliquant dessus, vous avez deux possibilités. La première, Pin to Toolbar, qui va vous permettre de rajouter l'outil dans votre barre de raccourci en haut, très facilement. Donc on pouvait déjà customiser avant, mais là c'est devenu vraiment très simple, vous voyez. Hop, j'ai ajouté l'outil Revolve, je l'enlève. Et la deuxième, Pin to Shortcuts, qui vous permet de l'ajouter dans votre liste de raccourcis prédéfinis. Donc vous pouvez ajouter, voilà, par exemple, je vais mettre Revolve et Sweep dans les outils de ma barre de raccourcis. Et quand vous êtes dans l'interface de modélisation, lorsque vous appuyez sur la touche S, vous allez avoir les différents outils que vous avez placés ici, accessibles très facilement. Donc c'est vrai que quand vous faites des manipulations répétitives avec un outil, plutôt que d'aller le chercher là-haut, etc., ça peut être sympa d'aller le rajouter directement dans votre barre de raccourci. En plus de ces deux nouvelles options, Autodesk a annoncé, puisque c'est prêt sur leur version de développement, qu'on devrait avoir très rapidement une troisième option juste en dessous de ces deux-là, qui permettra d'assigner un raccourci clavier personnalisé de votre choix, donc aux différents outils. Donc c'est assez pratique, puisque vous voyez, moi personnellement j'ai l'habitude de beaucoup les utiliser, on les connaît assez vite par cœur, D pour dimension, C pour cercle, et c'est vrai que parfois ce serait sympa d'avoir notre propre raccourci pour certaines fonctionnalités qu'on utilise très fréquemment. Ceci étant fait, on va maintenant passer à la modélisation. Donc on commence très rapidement. Le but de cette vidéo, ça va être de recréer la pièce que vous voyez ici à l'écran. Donc très très simple, hein, puisqu'il s'agit uniquement d'un profil à dessiner et d'une extrusion. Mais on verra qu'il y a quand même 2-3 petites choses à voir qui sont sympathiques. Pour la petite histoire, il s'agit d'une réelle commande que l'on a reçue récemment, puisqu'il s'agit d'une pièce plastique qui sert à tenir un tuteur pour du jardinage. Donc comme vous voyez sur les photos que je rajoute là, vous voyez en vert foncé, c'est la pièce d'origine et elle a eu quelques petits problèmes puisque le plastique a vieilli, a fissuré. Et donc le but c'était, plutôt que de racheter tous les tuteurs, de refaire uniquement un petit jeu de ces pièces-là en impression 3D pour que les objets restent utilisables. Et je vous montrerai le résultat à la fin, mais bien sûr ça marche. Donc on commence tout de suite par le dessin. Donc le but, ça va être de dessiner le profil qui correspond, le sketch qui correspond à ce profil ici. Donc ça reste quelque chose d'assez simple. On va le faire ensemble. Donc bien sûr, dans un cas réel, il faut commencer par prendre les mesures sur la pièce, ce que j'ai fait au préalable. On commence par faire un sketch sur ce plan. On commence par le cercle central, donc raccourci C, que l'on va placer au centre avec un diamètre de 5,20 mm. Hop, je zoome un peu. Pour la petite histoire, la tige qui vient s'enfoncer dans ce trou fait 5 mm de diamètre. Je mets 5,20 parce que d'expérience sur ma machine, avec le léger rétrécissement du plastique, c'est là que j'ai trouvé que j'avais le meilleur assemblage, sachant qu'ici ce qu'on veut c'est que ça force légèrement pour que le tuteur tienne sur, sur la barre, mais que ça ne coulisse pas tout seul, sinon forcément le tuteur tiendrait pas. Donc avec 5,20 j'ai eu des bons résultats. Et en fait je vous dis des bêtises puisque c'est pas 5,20 c'est 8,20, je confonds avec les deux cercles extérieurs qui font 5. D'ailleurs allons-y, on va placer les deux cercles extérieurs, donc toujours raccourci C. Je vais me placer le curseur comme ceci, vous voyez, pour que ça aimante sur la ligne horizontale. Hop, je dessine un cercle de diamètre 5 et je vais faire le même de l'autre côté.
Alors, on pourrait faire une symétrie. Ici, je vais le faire 2 fois puisqu'il y a une manip qui est assez intéressante et que je vais vous montrer. Ça me permettra de la répéter 2 fois. Donc, on va vouloir maintenant placer une dimension pour qu'il y ait un écart d'1 millimètre entre les extrémités des 2 cercles. Si je fais D et que je sélectionne les 2 cercles, vous voyez que par défaut, la dimension, la distance qu'on me propose d'insérer, c'est celle entre les 2 centres. Alors oui, je pourrais calculer 1 mm plus la moitié de 5 plus la moitié de 8/20, ça marche. Mais il y a une version plus pratique. Quand vous faites D pour dimension, hop, je fais échappe pour tout désélectionner, donc D pour dimension. Je fais un clic droit ici sur mon cercle et je lui dis que je veux sélectionner non pas le centre de l'arc mais une tangente. Puis je clique sur mon cercle et vous voyez que j'ai une petite croix qui s'affiche. Alors ne vous inquiétez pas de son positionnement. Volontairement, je vais même me mettre assez loin ici. Et vous voyez qu'en fonction de ma dimension, ensuite la petite croix va être positionnée. Je fais la même chose ici. Je clique et voilà. Cette fois-ci, j'ai une dimension entre mes 2 cercles. Donc je mets 1 mm et ça marche. Il faut refaire cette manipulation à chaque sélection, puisque vous voyez ici, par défaut, il me reprend de nouveau... Oups là, j'ai cliqué à côté. Il me reprend de nouveau le centre des cercles. Donc je recommence, D pour dimension, un clic droit, je sélectionne tangente, et je sélectionne mon deuxième cercle. Enfin, mon premier cercle et mon deuxième cercle. Voilà, et je mets ma dimension. Donc voilà, c'était la première astuce qui est très pratique et qui n'est pas évidente à découvrir par soi-même, puisque bon, il faut quand même avoir l'idée d'aller faire un clic droit à ce moment-là. Je replace mes dimensions ici pour que ce soit plus clair. Je vais maintenant créer quelques lignes de construction qui vont me servir par la suite. Donc L pour l'outil ligne, et je viens cliquer ici pour construction, où j'utilise le raccourci clavier X. Donc vous voyez X qui permet d'activer ou de désactiver le mode de construction. Donc en mode de construction, je vais faire une ligne horizontale comme ceci, une ligne verticale comme ceci, et une ligne verticale qui part du centre de mon cercle ici. Voilà, très bien. J'aurais pu faire la ligne verticale là, vers le bas, ça aurait été plus pratique. Je vais en rajouter une aussi. Il ne faut pas avoir peur de faire des lignes de construction, ça peut vous aider. Je vais maintenant utiliser l'outil Point pour placer des points. Je les place comme ça sur mes 3 lignes. Alors là, ça ne m'arrange pas qu'il m'ait mis une contrainte. Vous voyez, il m'a mis une contrainte au milieu de la ligne. Je vais venir la supprimer. Je veux que mon point soit libre. Je vais maintenant mettre des dimensions. Je veux que mes points soient 3 mm de l'extérieur des cercles. Donc, je sélectionne mon point, clic droit, tangente, et mon cercle. Et je lui indique 3 mm. Même chose ici, clic droit, tangente et le cercle. Hop, clic droit, tangente et le cercle. Ces points, ils vont me servir de guide pour créer une courbe, donc avec l'outil Spline. Ce que je vais faire maintenant. Alors, on aurait pu, c'est une préférence personnelle et surtout, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez utiliser vos propres méthodes. L'important, c'est que vous vous y retrouviez et que vous compreniez ce que vous faites. J'aime bien placer mes points avant, placer mes dimensions et ensuite dessiner ma spline dessus. Vous pouvez aussi dessiner directement votre spline à main levée et replacer manuellement les points de la spline. Ça marchera très bien. Donc, je crée ma spline en cliquant sur mes 3 points successivement. Et je vais apporter quelques modifications à cette courbe en manipulant les poignées de Bézier qui sont aux extrémités. Cette première poignée-là, je vais lui mettre une contrainte horizontale verticale. Donc dans mon cas, ce sera verticale. Voilà. Et je resélectionne ma spline. Cette poignée-là, je vais lui mettre une contrainte horizontale. Voilà. Au passage, j'avais oublié de sortir du mode de construction. Donc je sélectionne ma spline et voilà, je l'enlève pour que le trait soit plein. Donc ce que ça a permis de faire, ma manipulation, c'est d'être sûr que ma spline va se terminer verticalement. Comme ça, quand je vais la reproduire en symétrie au-dessus, j'aurai une belle courbe et j'aurai pas quelque chose qui se finit en pointe cassée comme ça. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de jouer sur la longueur des poignées pour obtenir la courbure que je veux. Voilà, je vais faire quelque chose plutôt comme ça. Maintenant, il me reste à faire 2 symétries, donc avec l'outil miroir. Je sélectionne ma ligne et la ligne de construction.
et de nouveau mirror. Je sélectionne mes 2 lignes et la ligne de construction qui est ici. Et voilà. Si vous avez bien placé vos points sur les lignes de construction, vous avez maintenant un profil continu ici et donc votre profil est sélectionnable. Il ne reste plus qu'à faire une extrusion. Je ne me rappelle plus exactement quelle était la longueur. Je vais mettre 15 mm, c'est pas très important. Et voilà. Notre objet est là. Il ne reste plus qu'à faire Make, 3D Print, sélectionner notre body, décocher cette case ici. Alors, c'était pour une manipulation précédente, j'étais en résolution basse. On va se mettre en résolution haute pour avoir des beaux arrondis. Et quand je fais OK, cela va sauvegarder mon modèle en STL et il n'y a plus qu'à passer à l'impression. Et donc, maintenant, je vous montre le résultat. Comme vous en doutez, ça a marché, sinon je ne ferai pas la vidéo. Et voilà, on a un beau support pour notre tuteur qui fonctionne bien et qui permet de réutiliser cet objet. Ce qui, j'insiste, pour moi, ça me tient très à cœur. Je trouve que c'est une des utilisations les plus intéressantes de l'impression 3D, c'est de l'utiliser pour la réparation, plutôt que d'aller racheter les tuteurs avec les tiges métalliques, etc. et de mettre à la poubelle ce qui nous restait sur les mains et qui était tout à fait utilisable. Juste avec quelques grammes de plastique, on peut remettre un objet en état et ça, je trouve, c'est vraiment une super invention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et c'est promis, on revient très vite avec de nouvelles vidéos tuto pour aller plus loin et explorer les fonctionnalités qui n'ont pas été vues jusqu'à présent. J'ai bien lu tous vos commentaires sous les vidéos, ça m'a donné plein d'idées, donc on se revoit très bientôt. Merci beaucoup.